Vraiment très, très heureux d'être là aujourd'hui pour parler de santé. Là, on parle c'est une série de webinaires sur la santé. On débute avec la santé en production animale. Donc, je suis vraiment très, très heureux de pouvoir présenter ce qui se fait en production animale, aussi ce qui se fait dans le laboratoire. Là. Bon, un nouveau laboratoire qui a démarré en 2019, là, notre laboratoire. Donc, on a quelques projets en cours. Donc, on va vous présenter un petit peu tout ça. Donc, en gros, en fait, la présentation va se dérouler comme suit. Donc, le plan de la présentation va commencer par, attendez, la production animale au Québec. Donc, brève introduction, c'est comme une espèce, on va mettre un petit peu la table pour parler de la production animale, l'importance de cette industrie-là au Québec. Ensuite de ça, on va parler de différents types de données là, qui peuvent être utilisées pour faire de l'intelligence artificielle, comment on peut utiliser certains types de données comme l'ADN, entre autres, pour aider en santé, peut-être avoir des animaux qui sont un peu moins susceptibles à des problèmes de santé. Donc, on va regarder comment on peut utiliser cette information-là. Ensuite de ça, on va voir différents capteurs qui sont utilisés en production animale. Là. Puis là, en fait, vous allez voir souvent vous avez vu que dans mon parcours, j'ai fait un peu de médecine de précision. Je travaillais chez l'humain. Là. Vous allez voir, c'est un peu chauvin, là, parce que maintenant, je suis en production animale. En fait, ce que je constate, c'est on peut suivre les animaux beaucoup plus qu'on peut suivre les humains. Puis c'est bien normal, là, mais vous allez voir qu'en fait, le domaine, il est énormément riche, en fait, en données. Des données, en fait, de comportement. On peut suivre les animaux quand même assez en temps réel. Donc, faire un parallèle avec la santé humaine, là, il y a beaucoup plus de données en fait qui peuvent être utilisées pour détecter en fait des problèmes de santé chez les animaux. Vous allez voir ça en fait avec les différents capteurs que je vais vous présenter dans le cadre de la présentation. Ensuite de ça, on va voir que bon, il y a différents capteurs, il y a aussi beaucoup de données qui proviennent de la production. Donc, ces animaux-là produisent, ils font de la production, donc on peut suivre ces données de production-là aussi presque en temps réel. On a des informations qui proviennent aussi de l'alimentation de ces animaux-là. Il y a aussi des données. Là, on a parlé de vision numérique bon, dans l'introduction. C'est quand même des domaines assez bon, qui bougent énormément là, en ce moment. Donc, la vision numérique, où est-ce que l'ordinateur peut, à l'aide d'images ou même à l'aide de vidéos, souvent suivre des animaux en temps réel pour extraire de l'information qui peut être pertinente. On va voir quelques applications de ça. On va voir aussi que les bâtiments aussi d'élevage, quand on parle de santé animale, souvent ces bâtiments-là, ils sont munis de capteurs, donc on peut connaître l'environnement en temps réel, la température, l'humidité, tout ça, puis comment on peut utiliser cette information-là, en fait, en utilisant l'IA, en fait, pour améliorer les conditions, l'environnement d'élevage de ces animaux-là. Puis on va terminer avec quelques projets de recherche en cours, ça va aller assez rapidement, là. Les projets souvent qui démarrent, mais juste pour montrer en fait brièvement ce qu'on fait dans le laboratoire. Donc, en gros, l'importance de la production animale au Québec, là, ici, c'est des chiffres quand même assez importants. Là. Les chiffres ici, c'est en millions de dollars. En fait, c'est des revenus qui proviennent de cette industrie-là. Je me permets en fait de mettre en évidence les productions animales. Donc, ici, on a le lait transformé, le lait non transformé, par exemple, autour de 2 394 millions de revenus annuels qui proviennent de cette industrie-là. On voit le porc aussi, volaille, bovin et veau, œufs, coquilles aussi, autres bétails. Donc, en gros, de cette production-là, ce qu'on peut obtenir en termes de revenus annuels au Québec, c'est de l'ordre de 3,8 milliards. Donc, c'est quand même une industrie qui est très importante. Derrière cette industrie-là, évidemment, on le sait, il y a les producteurs, puis aussi tous les gens qui transforment ces produits-là. Donc, une industrie quand même très importante au Québec qui génère beaucoup de revenus. En parallèle à cette production-là, ce qu'on sait, c'est que bon, il y a une demande évidemment pour ces produits-là. Puis souvent, ben, ça, bon, pour les gens qui rédigent des demandes de fonds, c'est des graphiques qu'on utilise souvent. Donc, ce qu'on sait, c'est que la population mondiale, elle augmente. Évidemment, elle n'augmente pas aussi rapidement au Québec qu'ailleurs, mais quand même, la population du Canada, du Québec, a tendance à l'augmenter dans le temps. Donc, ce qui fait que ces productions-là, il va y avoir une demande qui va être accrue, évidemment, au fil des prochaines années. Donc, on a cette industrie-là, on a les producteurs, on a aussi, bon, je ne voulais pas en mentionner tant que ça, mais il y a aussi la main-d'œuvre dans ces domaines-là, souvent qui est difficile à recruter. Donc, tout ce qu'on a en place, en fait, c'est ceci. Si on a en tête la santé, le bien-être, en fait, ces animaux-là, qui sont au cœur de la production, donc on a ces animaux-là, puis on sait aussi que la demande pour les productions animales, elle va être en augmentation. Et d'un côté, en parallèle, ce qu'on veut aussi, c'est le bien-être et la santé animale. Donc, ce qu'on veut faire au final, c'est en fait s'assurer que ces animaux-là sont en santé ou aussi qu'ils ont un bien-être
en production. Donc ici, j'ai juste mentionné quelques en fait, actions qui ont été mises en place dans ces différentes productions-là pour améliorer, s'assurer en fait du bien-être de ces animaux-là. Donc ici, par exemple, il y a le programme Proaction qui est mis de l'avant par les producteurs de lait. Ensuite de ça, il y a le programme ici pour les producteurs de poulet, producteurs de volaille. Puis ensuite, il y a aussi le projet Porc Bien-être qui sont tous là, en fait, pour s'assurer du bien-être de ces animaux-là. Donc, d'un côté, on a une production qu'on veut soutenir, qui risque d'augmenter. De l'autre côté, on a des normes, en fait, qui sont en lien avec le bien-être et la santé des animaux. Donc, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est, et au cœur de ça, il y a le producteur, évidemment, mais comment est-ce que l'IA, en fait, l'intelligence artificielle peut aider, étant donné, comme je l'ai mentionné, souvent, il y a moins de main-d'œuvre, donc il faut utiliser la technologie et l'IA pour aider à balancer, en fait, ces deux sources-là. Donc, la production, à la fois la production et le bien-être et la santé des animaux en production. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, comment on peut y arriver en utilisant l'IA. Donc, en gros, je voulais juste, premièrement, faire un espèce de topo là, des genres de données qui sont disponibles dans ces différentes productions-là. Par exemple, si vous allez voir, la production laitière revient souvent parce qu'on a beaucoup de projets dans ces domaines-là. Tout ce qui est de la volaille, on est moins là, mais je vais quand même essayer de donner quelques exemples. Le porc aussi, on a quelques projets de recherche là, dans le domaine. Donc, on a ces animaux-là qui sont au cœur de la production. Et les genres de données qu'on peut obtenir, là, qu'on peut utiliser en fait pour suivre la santé et suivre le bien-être de ces animaux-là. Donc, souvent, par exemple, on peut suivre l'alimentation. Donc, on a des outils pour savoir exactement ce que les animaux consomment. À chaque fois qu'ils vont consommer des aliments, on peut savoir ce qu'ils ont consommé et la quantité qu'ils ont consommé. On peut avoir maintenant la vidéo, on va voir des exemples. Donc, on peut installer des caméras sur les fermes pour savoir en fait comment se comportent ces animaux-là. Donc, la caméra vidéo, on a beaucoup d'informations à ce niveau-là. On a des outils ici qui peuvent, comme les robots de traite, qui nous informent de la production, par exemple, des vaches ici en temps réel, savoir comment les vaches, quelle quantité de lait elles ont produit, puis certaines caractéristiques de ce lait-là. On a aussi l'environnement, on va le voir. Donc, ces animaux-là vivent dans l'environnement. En fait, il y a des technologies maintenant qui nous permettent de suivre en temps réel ce qui se passe dans ces environnements-là. Et il y a ici, bon, c'est un petit pictogramme, là, mais qui nous informe un peu, on peut connaître en fait l'ADN. Donc, quel est le bagage génétique de ces animaux-là? On peut aussi avoir cette information-là. Donc, il y a plein de données qui peuvent être utilisées. Je vais vous montrer un petit peu des exemples là, dans les prochaines minutes de comment ces données-là sont utilisées actuellement ou ils vont être utilisées dans le futur, en fait, pour aider au bien-être et aider au bien-être aussi à la santé des animaux. Donc, si on part avec cette molécule-là, ici, qui est l'ADN, donc moi, je dis, bon, j'ai fait de la. Je suis en biologie des systèmes, c'est une molécule qui m'intéresse particulièrement, donc j'ai fait de la bioinformatique. Donc, l'ADN qui est au cœur de ces animaux-là. Donc, c'est vraiment le bagage génétique de ces animaux-là. Donc, on peut utiliser ce bagage-là pour, en fait, sélectionner des animaux qui ont des propriétés en production qui peuvent être intéressantes. Donc, je vais vous montrer quelques exemples ici. Brièvement, ce qu'on a ici, c'est juste un petit rappel, en fait, de ce qu'est l'ADN. Donc, l'ADN, en gros, bon, les humains, tous les organismes ont cette molécule-là. Donc, c'est une suite de nucléotides, là, de ces ACGT. Donc, imaginez une suite de nucléotides qui se répètent comme ça, un peu, c'est pas tellement aléatoire, donc quand même une structure qui est importante dans cette molécule-là. Mais en gros, 3 milliards de lettres comme ça qui se suivent. Donc, en gros, ça, c'est quand on dit qu'on va chercher l'ADN, par exemple, de cette vache-là, c'est cette information qu'on va chercher, c'est 3 milliards de lettres. Donc, ce qu'on peut faire maintenant avec des technologies, on en voit une ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre en fait de l'ADN qui provient de certaines cellules de ces animaux-là, puis on peut extraire l'ADN, puis ensuite de ça, utiliser des techniques comme ici, c'est des biopuces, des techniques de séquençage pour aller chercher toute cette information-là. Donc, on connaît exactement le portrait génétique de ces animaux-là individuellement. Puis ensuite de ça, aussi, là, on va en parler un petit peu moins. Là, il y avait une version de cette présentation-là où est-ce qu'on parlait un petit peu plus des micro-organismes, mais on peut aussi accéder. Ces animaux-là, ils vivent dans des environnements qui sont souvent différents. Donc, on a aussi accès à l'information au sujet des micro-organismes qui sont dans l'environnement de ces animaux-là. Donc, on peut aussi aller chercher de l'information à ce sujet-là à partir de l'ADN. Donc, en gros, l'ADN, c'est une molécule qui est importante, qui nous donne un peu les caractéristiques de ces animaux-là. Comment on peut utiliser cette information-là en production. Puis là, je vous dis, il y avait un peu de chauvinisme là, dans cette présentation-là. Moi, j'ai fait de la génomique humaine. Je travaillais en santé humaine. Donc, je peux vous dire que
La production animale, elle est beaucoup en avant, en fait, en termes de génotype, en termes de séquences qu'on peut aller chercher. Là. Il y a beaucoup d'animaux qu'on dit qui sont génotypés, donc pour lesquels on connaît l'information de bagage génétique. Il y en a beaucoup plus que en santé humaine. Donc, un grand terrain de jeu là, pour les gens qui aiment ce type de données-là en production animale. Donc, des millions de génotypes qui sont disponibles en différentes productions. Et comment on peut utiliser, en fait, l'intelligence artificielle pour nous aider? Là, si je vais donner un exemple en production. Donc, souvent, ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, on va chercher l'ADN de ces vaches-là qui sont différentes. Puis en parallèle, on va chercher, par exemple, l'information au sujet de leur production laitière. Donc, ici, par exemple, ces vaches-là qui ont, qui ont leur ADN spécifique, ils vont produire beaucoup de lait. Puis il y a ces vaches-là aussi qu'on identifie dans des troupeaux où est-ce qu'ils produisent moins de lait. Puis ensuite de ça, ben, à l'aide de l'IA, là, je peux vous dire, ici, là, imaginez 3 milliards de lettres, là, j'en ai montré quoi, une vingtaine. Mais en gros, les outils d'IA, les outils d'intelligence artificielle, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils identifient des régions ici du génome où est-ce que, par exemple, ici, ces vaches-là qui produisent beaucoup de lait, ils ont le nucléotide A, et ces vaches-là ici qui produisent moins de lait ont le nucléotide C. Donc, l'outil, lui, ce qu'il identifie, c'est des régions du génome comme ça qu'il peut combiner, en fait, pour déterminer à l'avance quels animaux vont pouvoir produire plus ou moins de lait. Ça, je donne un exemple avec la production. Je peux vous donner aussi un exemple. On peut sélectionner, par exemple, aussi pour des animaux qui vont produire moins de méthane, par exemple. Donc, on peut appliquer le même genre d'approche. On identifie des animaux qui produisent moins, des animaux qui produisent plus. Donc, on pourrait potentiellement sélectionner pour des animaux qui produisent moins de méthane. Okay? Et là, où est-ce que ça devient plus intéressant en lien avec la santé et le bien-être, en fait, c'est de sélectionner des vaches, par exemple, qui vont avoir moins de problèmes de santé. Okay? Puis comment on s'y prend? Ben, en fait, c'est par exemple, nous, on a des projets de recherche, c'est pour ça que je m'intéresse à la résilience. Donc, je définirai là, ce qu'est la résilience, mais ce qu'on peut sélectionner, par exemple, ici, c'est qu'on a on a nos séquences d'ADN, puis on aimerait sélectionner pour des vaches qui vont être plus résilientes ou moins résilientes face à des stress, face à des perturbations, en fait, qu'ils vont rencontrer dans leur vie de tous les jours. Okay? Donc, on peut sélectionner pour ces animaux-là. Ce qu'on fait ici avec les vaches, on peut le faire avec les poulets, on peut le faire avec les cochons. C'est un exemple que je donne ici, mais en gros, aussitôt qu'on a ces séquences-là, qu'on a les phénotypes, évidemment, les phénotypes, c'est ce qui est le plus important ici, identifier ces fameuses vaches-là qu'on considère résilientes. C'est ce que je vais parler dans les prochaines diapositives. Donc, en gros, une définition c'est une définition qui n'est pas très spécifique aux productions animales, mais en gros, qu'est-ce qu'est la résilience? Qu'est-ce qu'on veut dire par résilience en production animale? Donc, la résilience, c'est une définition là, qui nous vient de Schaeffer. En gros, c'est la capacité que les animaux ont à être minimalement affectés par des perturbations. Okay? Donc, il y a des animaux qui vont être plus affectés, il y a des animaux qui vont être moins affectés. Puis on le voit, là, écoutez, comme moi, quand je fais des visites, par exemple, à la ferme, là, on voit que ces animaux-là, ils ont des tempéraments qui sont différents. Par exemple, nous, on a des projets en ce moment qu'on est sur des fermes laitières où on travaille avec des veaux laitiers. Il y a des veaux laitiers, on entre dans le parc, ces veaux-là vont venir vers toi, ils vont commencer à te téter, ils vont faire plein de choses. Il y en a d'autres qui vont s'enfuir. Donc, on comprend qu'il y a des animaux comme ça qui ont une génétique, qui ont un tempérament à la base qui les amène à être moins perturbés par exemple, la présence des humains. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Puis souvent, il y a des aspects génétiques qui sont liés à ça. Donc, les perturbations ici qu'on a en tête là, en production animale, souvent, c'est des maladies, c'est des chocs thermiques. Évidemment, on le voit avec les changements climatiques. Là, c'est des choses qui sont de plus en plus fréquentes. Donc, aussi au niveau psychologique, souvent, les change d'environnement, il y a des nouveaux animaux qui arrivent, il y a des stress sociaux, puis aussi, je vais mentionner les interactions avec les humains. Donc, ça, c'est les genres de perturbations que ces animaux-là, auxquels ils font face. Puis nous, la question qu'on fait, c'est est-ce qu'on peut développer, est-ce qu'on peut sélectionner pour des génétiques ou est-ce qu'ils vont être moins susceptibles à ces perturbations-là? Donc, quel genre de métrique on peut utiliser? C'est la slide précédente, c'est la slide suivante. Là, en gros, je voulais juste mentionner quels sont les bienfaits de faire une sélection en fait en lien avec la résilience. Donc, évidemment, ça va être des animaux qui vont être plus performants, donc qui vont être moins susceptibles à des perturbations. Ça va faire des animaux aussi qui sont techniquement plus en santé. Puis, ce qui va faire, comme je l'ai mentionné, pénurie de main-d'œuvre, souvent, ça fait qu'il y a une régie qui est plus simplifiée parce que les producteurs ont moins à gérer de problèmes. Donc, ça a des avantages à sélectionner pour la résilience. Et
il y a plusieurs façons de la définir, cette résilience-là, parce qu'on ne peut pas la mesurer directement. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu comment on peut mesurer, comment on peut mesurer cette résilience-là à partir de données qu'on a en production. Donc, bon, il y a plein de théories là-dessus, là, si les gens s'intéressent. Ça, c'est un papier qui est quand même assez intéressant. Donc, où est-ce qu'on peut, c'est un papier où est-ce qu'il mentionne comment on peut quantifier la résilience chez les humains ou d'autres animaux. Mais en gros, ce qui est suggéré dans cette publication-là, c'est en fait d'utiliser des données temporelles à long terme. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de ces genres d'informations-là en production animale. Donc, c'est un domaine où est-ce qu'on peut, on peut bien étudier en fait la résilience. Et eux, la définition qu'ils utilisent, c'est une définition qui est quand même assez intéressante. Je vais vous montrer des exemples. Là. Donc, c'est les systèmes, par exemple, où est-ce qu'il y a beaucoup de variations dans le phénotype, OK, qu'on observe, par exemple, dans ce cas-ci, c'est par exemple, ça peut être la consommation des animaux. Bon, on voit que des animaux, dans le temps, ils fluctuent énormément en lien avec leur consommation, ou on peut regarder leur production, donc où est-ce qu'ils ont des productions qui fluctuent énormément, sont à risque de transition critique. Donc, ça veut dire qu'étant donné qu'ils oscillent et que c'est assez variable, ils sont plus à risque d'avoir des problèmes de santé. Donc, ça, c'est une façon de définir la résilience. Puis comment on peut identifier ces animaux-là, parce que l'idée, si on veut entraîner des modèles pour prédire la résilience, donc il faut les identifier, ces animaux-là, évidemment. Donc ici, je vous donne un exemple, ça c'est tiré du papier de Schaeffer, mais en gros, ce qu'on voit, c'est qu'ici, imaginez que c'est la production, puis on va voir un exemple qui est réel par la suite là, en production animale, mais imaginez par exemple, ça c'est l'état, puis ici, ça pourrait être la production, l'axe des X. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on aurait un animal qui est plus résilient à gauche, puis on aurait un animal qui est moins résilient à droite. Donc ici, on voit les fluctuations. Cet animal-là, il n'y a pas beaucoup de variations. On voit l'étendue de la variation qui est moindre, puis l'étendue de la variation ici qui est plus élevée. Donc, ça pourrait suggérer, en fait, ce serait un animal qui est plus résilient. Cet animal-là serait plus résilient que celui-là. Donc, en production, ça peut ressembler à quoi, par exemple? Ça ici, c'est des courbes de lactation. C'est des courbes de lactation plus ou moins classiques, mais en gros, quand la vache laitière commence sa lactation, bon, il y a une augmentation de la lactation, puis ensuite, on obtient le pic de la lactation, puis ensuite, on voit une diminution. Donc, la courbe en rouge, vous voyez, ça, c'est une courbe qui est un peu, c'est le modèle qu'on utilise classique, là, le modèle de Wilmick, mais en gros, ça vous dit ce qui est attendu en production de ces vaches-là. Puis on voit une vache qui est en noir, où est-ce que la production est assez stable, elle fluctue autour de cette ligne-là, mais elle fluctue quand même modérément. Il y a peut-être des petits endroits comme ça ici où est-ce que ça fluctue abondamment, versus une vache ici où est-ce qu'il fluctue abondamment. Donc ici, on considérait que cette vache-là ici en noir, elle est résiliente, tandis que celle en gris, elle est moins résiliente. Donc à partir de données de production, comme ça, on peut identifier ces animaux-là pour sélectionner pour des animaux où est-ce qu'ils ont plus ou moins de résilience. Puis il y a un autre exemple ici, une autre définition possible. Là, je vous le dis, c'est des données qu'on a en production qui sont souvent disponibles. Donc, ici, c'est par exemple, c'est un graphique que je vous montre, là, mais en gros, on a des données de production. Ça pourrait être des données, par exemple, de production laitière, où est-ce que la production laitière, on voit que ça fluctue dans le temps, mais en gros, on s'attend à une production qui est à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la production normale. Puis souvent, je vous ai mentionné que la résilience, c'est en réponse à une perturbation. Donc, s'il survient une perturbation ici à ce moment-là, donc étant donné qu'on a des données longitudinales, on est en mesure de suivre ces animaux-là dans le temps. Ce qu'on constate, c'est qu'il pourrait y avoir, donc suite à la perturbation, il y a une baisse de production. OK? Donc, ça, c'est une baisse qui est attendue suite à cette perturbation-là. Donc, avec ces données temporelles-là qu'on a, on pourrait identifier, par exemple, un animal qui, en fait, a une plus grande perturbation, OK? Donc, une plus grande baisse de la production suite à cette perturbation-là ici. Donc, ça pourrait, et on peut, à l'inverse, trouver des animaux qui ont une perturbation qui est plus faible, OK? Donc, ici, on voit qu'une grande perturbation, par exemple, ici, on voit pour cet animal-là, imaginez 3 animaux différents. Donc, pour cet animal-là, ici, on a une perturbation. Cette perturbation-là, ici, elle amène une grande déviation de la production qui est attendue, une moyenne, puis ici, on a une petite perturbation. Donc, ce qui fait qu'on sera en mesure d'identifier des animaux qui sont résilients ou pas. OK? Donc, données de production qui peuvent être utilisées dans ce cadre-là. Et ultimement, ce qu'on peut faire, c'est justement, une fois qu'on les a identifiés avec les données qu'on a disponibles en production, on peut construire un modèle qui va identifier ces animaux-là à partir de leur ADN. Donc, en gros, il y a des projets, évidemment, actuellement en cours. Donc, il y a des projets ici, c'est des projets internationaux, mais il y a des projets ici pour identifier, justement, mieux caractériser le génome en lien avec ces métriques-là de résilience. Puis, qu'on constate souvent, c'est le défi, en fait, dans ces projets-là, c'est pas nécessairement d'aller chercher les séquences d'ADN, mais c'est plutôt d'aller chercher les phénotypes
OK? Donc, l'information qui nous permet en fait d'identifier ces animaux-là qui sont résilients. Nous aussi, on a la chance en fait d'avoir démarré un projet de recherche ici en collaboration avec des gens, des partenaires de l'industrie, donc MIMS ici, Abdoulaye Diallo, il y a René Lacroix de chez Lactanet en fait qui est aussi sur ce projet-là, puis aussi Petko Valchev qui est à l'UQAM. Moi, je suis impliqué aussi dans ce projet-là. Donc, nous, on essaie d'identifier des paramètres de régie qui peuvent améliorer les aspects en lien avec la résilience. Donc, il y a des projets de recherche en cours à l'international et même au Québec pour identifier ces animaux-là. Donc, et on combine évidemment des outils d'intelligence artificielle pour identifier ces animaux-là. Donc, ça, c'est ce qu'on peut faire avec l'ADN. Donc, la petite molécule d'ADN ici, donc ici, c'est l'outil en fait qui nous permet. Donc, là, je vous ai mentionné cet élément-là qui peut être utilisé. Mais il y a évidemment, bon, plusieurs autres types d'informations. Mais là, on va faire un petit survol des capteurs. Donc, les capteurs, ici, on en voit un. Ici, par exemple, il y a un capteur qu'on peut mettre dans le cou de la vache. Souvent, en gros, c'est un accéléromètre. Donc, on peut être informé des mouvements de cette vache-là. Dans l'industrie, il y en a énormément. Là, ici, on est dans. C'est en fait l'ICAR qui est c'est un organisme international donc où est-ce qu'ils ont répertorié tous les capteurs qui sont disponibles en production animale. Donc, il y en a plusieurs, là, plusieurs types. Il y en a souvent qui sont répétitifs, là, mais en gros, plus de 147 capteurs qui peuvent être utilisés là, sur les animaux, qui peuvent suivre en fait les niveaux d'activité de ces animaux-là, où est-ce qu'on peut suivre aussi l'alimentation des animaux. On peut voir aussi étudier la composition du lait. Donc, on prend l'échantillon de lait, on peut analyser finement en fait ce qui se passe, en fait les propriétés de ce lait-là. On peut aussi savoir ce qui se passe dans le rumen. On va le voir en exemple à la toute fin. Là, on a un projet de recherche, nous, en lien avec ça. Donc, on peut savoir ce qui se passe à l'intérieur même de la vache. C'est quand même assez impressionnant. Puis, on peut savoir aussi ce qui se passe dans l'environnement. C'est toutes des unités de mesure, en fait, qu'on peut utiliser pour avoir plus d'informations sur ce qui se passe en production chez ces animaux-là. Donc, moi, je vais vous montrer ici quelques exemples de ces capteurs de mouvement-là. Donc, souvent, bon, pour les humains, ce qu'on a, bon, moi, j'ai une montre ici. Il y a souvent des gens qui ont des Fitbit. En gros, ces outils-là sont équipés d'accéléromètres. C'est des petites composantes électroniques qui nous permettent d'avoir une idée du mouvement sur 3 axes. Donc, on sait comment l'animal ou comment l'humain, en fait, bouge en X, en Y ou en Z. Donc, on a une idée, on peut quantifier, en fait, cette information-là. Et évidemment, ben, ça, c'est utilisé abondamment en production. Là. Ici, on peut voir ici un collier de rumination. Ici, on en voit un qui est posé à la patte sur la vache. Puis, on a différentes compagnies, différents modèles qui sont utilisés. Donc, c'est un outil qui est très, très utilisé en production. Donc, on a beaucoup d'informations sur l'activité de ces vaches-là. On ne sait pas où est-ce on ne connaît pas leur déplacement, mais on connaît leur niveau d'activité. En gros, c'est ce qu'on veut savoir avec ces outils-là. Et je vous donne un exemple, ça, c'est les données qu'on obtient. Là. Nous, on a des projets où est-ce qu'on utilise des accéléromètres, mais en gros, ça ici, ça nous donne une idée là, du niveau de mouvement, par exemple en X, en Y ou en Z. Donc, on a cette information-là. Cette information-là, on peut la traiter avec l'intelligence artificielle. C'est surtout des analyses de séries temporelles là, pour les gens qui s'intéressent à ces problèmes-là. Et ensuite de ça, on peut extraire l'information de ces données-là, en fait, pour extraire des données, par exemple, sur le repos de ces vaches-là. Est-ce que ces vaches-là passent beaucoup de temps à ruminer? Est-ce qu'ils passent beaucoup de temps debout? Est-ce qu'ils passent beaucoup de temps couchés? Donc, on peut savoir exactement ça, savoir à chaque moment de la journée quelle temps elle passe couchée. Après ça, on peut avoir une idée de son activité. On peut savoir aussi quand la vache se penche, évidemment, on peut savoir si elle est en train de s'alimenter, il faut savoir si elle rumine. Ça nous informe aussi en lien avec la reproduction. On peut savoir quand inséminer ces vaches-là, évidemment. Et il y a des compagnies qui mettent l'IA de l'avant, là, comme la compagnie AIDA aux Pays-Bas. Là, c'était un start-up, en fait, d'anciens ingénieurs qui étaient chez Google qui ont décidé de démarrer cette compagnie-là. Ils ont fait un produit qui est assez intéressant. C'est un produit, en fait, qui s'adapte aux producteurs parce que souvent, bon, je vais vous montrer un exemple ici. Ces outils-là, bon, on a un capteur de mouvement. L'outil, en fait, communique aux producteurs des problèmes de santé. Par exemple, ici, sur la ferme, par exemple, à ce moment-là, il pourrait y avoir 6 problèmes de santé potentiels. Et c'est le producteur qui va dire, ben, ces problèmes de santé-là, par exemple, parce que l'outil, au début, peut-être qu'il va donner trop, il va dire qu'il y a trop de problèmes de santé, puis peut-être que ça ne sera pas satisfaisant pour le producteur. Donc,
ces alertes-là peuvent être en fait adaptées au producteur et à sa ferme. Donc, ici, on voit des données qui suggèrent que bon, cet animal-là, par exemple, vous voyez, il y a moins de rumination que ce qui est supposé. Allez voir s'il y a peut-être un problème de santé, etc. Donc, c'est des exemples de problèmes d'application de l'IA qui peuvent être utilisés pour détecter des problèmes de santé chez ces animaux-là. On peut aussi détecter d'autres problèmes. Là, je parlais, on peut aussi détecter des problèmes avec les onglons. Donc, on peut savoir les sabots de ces vaches-là, bon, qui peuvent avoir des problèmes de santé. Donc, ces vaches-là, par exemple, ils vont avoir tendance à être couchées plus souvent parce qu'ils ont mal quand ils se lèvent. Donc, on a de l'information aussi à ce sujet-là. Par exemple, ici, il y a un produit qui est en fait développé par la compagnie CallAlert, qui est en fait capable de nous dire s'il y a des problèmes avec les onglons, par exemple, ici. Oups, désolé. La vache en verte ici, elle n'aurait pas de problème, et les deux vaches ici, en fait, la vache qui est en bleu pourrait avoir des problèmes d'onglons. Donc, on peut aussi détecter ce genre de problème de santé-là grâce à l'IA et aux accéléromètres. Donc, on a vu les différents capteurs. Maintenant, on peut suivre la production de ces animaux-là dans le temps aussi. Donc, ici, on voit la vache, je l'ai déjà mentionné, le robot de traite. Donc, les vaches vont se faire traire ici. À chaque fois, on a de l'information sur le lait. La compagnie AlphaGene, là, qui est ici au Québec, a aussi développé un CT scan. Donc, on peut prendre les animaux vivants, les mettre dans le CT scan pour avoir de l'information au sujet de ce qui se passe à l'intérieur de ces animaux-là. On a des projets à l'Université Laval. D'ailleurs, mon collègue Philippe Després, là, qui a des projets où est-ce qu'on analyse ces données-là, en fait, pour associer ça souvent même à des caractéristiques génétiques. Donc, on peut faire plein d'analyses avec ces informations-là. Il y a des projets, il y a aussi des compagnies comme CMAX qu'on peut mettre aussi en valeur, donc qui peuvent analyser les caractéristiques des œufs, en fait, pour savoir si on a des œufs de qualité ou pas. Donc, des applications de vision numérique. Donc, beaucoup de données de production. Je vais vous donner un exemple ici sur les robots de traite. Donc, plusieurs compagnies ici qui produisent ces robots de traite-là. Mais en gros, l'information qu'on peut tirer de ces robots-là, c'est souvent la même. Donc, on peut avoir une information sur les composants du lait, comme par exemple le taux de gras et le taux de protéines, puis aussi la quantité de lait qui est produit. On a même accès au lait qui est produit pour chacun des trayons. On a aussi de l'information là-dessus. Ici, en fait, on a les robots de traite. Je vais vous montrer un exemple de quel genre d'informations ces robots-là génèrent. Pour une vache, par exemple, quand je vous dis qu'on a beaucoup de données en production, ça vous donne un exemple. Donc ici, ça, c'est les données d'une seule vache laitière. Donc ici, on a c'est la production de cette vache-là dans le temps. Là, ici, on a plusieurs, vous voyez, du mois de janvier au mois de mars. Donc, on a suivi la production de cette vache-là dans le temps. Ceci, c'est la production de la journée en kilos, quelle quantité de lait elle est en mesure de produire. C'est une vache qui produit quand même beaucoup de lait, là, vous pouvez constater. Ensuite de ça, on voit le taux de protéines aussi dans le lait qui fluctue. Et la même chose pour le taux de gras. Et en même temps aussi, on peut savoir, vous allez voir, on a quelques exemples que je vais vous montrer où est-ce qu'on a des exemples de santé de la glande mammaire. Donc, si, par exemple, il y a des infections au niveau de la glande mammaire, il va y avoir on dit que c'est des cellules somatiques. Donc, quand il y a des infections dans la glande, il y a plus de débris cellulaires qui se retrouvent dans le lait. Donc, ces débris cellulaires-là, on peut les quantifier avec ces machines-là et savoir si on a des problèmes de santé au niveau de la glande. Donc, les cellules somatiques, si on est capable d'avoir de l'information à ce sujet-là. Et par exemple, ici, c'est un exemple qu'on a vu sur un de nos projets de recherche. Donc, ici, on peut identifier des problèmes de santé pour un animal. Par exemple, si on suit, par exemple, sa production, on voit qu'il y a un bon décalage là, ici dans la production. Donc, c'est ce genre de données, je vous ai montré au départ, là, qui peuvent être utilisées pour détecter les problèmes de santé. Ce pas des données qui pourraient être utilisées pour détecter, voir si les vaches sont résilientes ou pas. Là. Vous comprenez un peu l'idée. Donc, ces données-là sont disponibles aussi en production. En parallèle, évidemment, au Québec, ce qu'on a aussi, c'est qu'on a un suivi, en fait, du lait. Il faut savoir qu'il y a le contrôle laitier là, qui est fait. C'est ceci, tout le lait qui est produit dans la ferme est envoyé dans cette citerne-là. Donc, on peut analyser le lait qui est dans cette citerne-là. Donc, c'est un mélange de tous les laits des vaches de la ferme. Ou il y a aussi un suivi des vaches individuelles qu'on peut utiliser. Donc, tout ça, c'est fait chez Lactanet. Donc, on peut analyser finement les composants de ce lait-là. Donc, c'est tout fait chez Lactanet. Là, vous avez remarqué, Lactanet,
on collabore beaucoup avec les gens de chez Lactanet sur nos projets de recherche. Donc, je vous donne un petit exemple de ce qui se passe chez Lactanet. Là. Ici, ça, c'est les machines chez Lactanet, c'est des analyseurs. Là. Bon, en fait, c'est des machines qui analysent finement en fait, les composantes du lait. Donc, en gros, c'est des analyseurs infrarouges par transformé de Fourier. En gros, la capacité, là, ça va peut-être changer, c'est des chiffres qui ne sont pas à jour, là, mais 600 échantillons à l'heure, donc ça produit beaucoup de données. Ensuite de ça, ça analyse les composantes du lait. Donc, typiquement, ce qu'on analyse, c'est le gras, la protéine, la lactose, l'urée, les cellules somatiques aussi. Et de plus en plus, nous, on a des projets de recherche, en fait, où est-ce qu'on essaie d'aller chercher de plus en plus d'informations, en fait, par rapport à ces données-là. Je vais vous montrer un petit peu ce qui sort de cette machine-là. Évidemment, ce n'est pas directement, on peut obtenir directement les taux de gras, taux de protéines, mais en gros, ce qui sort de la machine, c'est on prend l'échantillon de lait, on le passe dans la machine nous retourne un spectre qui ressemble à ça. Okay? Donc, en gros, ce spectre-là, comme tel, n'est pas vraiment parlant, mais on peut utiliser des approches d'intelligence artificielle, en fait, pour développer des modèles qui peuvent prédire justement le gras, la protéine, mais on peut aussi développer d'autres outils. On peut prédire d'autres choses que ça si on a évidemment les bons phénotypes. Okay? Donc, je vous explique un petit peu comment ça peut être fait. Là, vous allez voir, c'est un graphique qui ressemble étrangement au graphique où est-ce que je présentais les données pour l'ADN. Mais en gros, au lieu de l'ADN, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des spectres. Donc, la machine ici, elle va en fait prendre ces spectres-là. Par exemple, si on identifie des vaches qui produisent plus de gras, si on a des vaches qui... c'est des vaches, en fait, c'est des échantillons, là, je vous dirais. Donc, c'est des vaches qui ont produit du lait dans lequel il y avait le plus de gras. Puis ici, c'est des échantillons de lait, en fait, qui avaient moins de gras. Donc, on peut développer un modèle d'intelligence artificielle pour les gens qui s'intéressent pour les modèles d'ADN, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est des modèles de type BLUP, qu'on dit génomique, donc des modèles GBLUP. Okay? Puis dans le cas de ces specs-là, souvent, typiquement, il y a plusieurs approches, même que maintenant, on va même, la nouvelle génération d'approches est en cours de développement, mais typiquement, ce qu'on utilise, c'est des partial least square regression, donc une régression partielle linéaire. Moindre carré, mon Dieu, c'était difficile. PLSR, OK? Donc, ici, on peut utiliser ces approches-là pour justement prédire à partir des échantillons-là si on a plus ou moins de gras. Mais évidemment, si on a les phénotypes, on pourrait identifier, par exemple, les vaches qui ont ou pas un problème de santé. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure pour un de nos projets de recherche. Nous, on travaille sur l'acidose. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de prédire s'il y a ou pas des problèmes d'acidose chez cette vache-là. Donc, on pourrait mettre des problèmes de santé ici, détecter des problèmes de santé à partir d'échantillons de lait. Le bienfait de ça, c'est que c'est non-invasif, donc on est en mesure d'aller chercher cette information-là assez facilement. Donc, c'est quand même une plus-value qui est assez intéressante si on est en mesure de le faire, de prédire des problèmes de santé à partir de ces échantillons-là. Donc, je vous ai mentionné l'alimentation, donc je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on peut faire avec des données d'alimentation. Donc, en gros, ça, je vous donne des exemples ici. Là. Donc, en gros, chez le veau, mais en production, on est en mesure aussi, de savoir, en fait, ce que les animaux consomment. À chaque fois qu'ils vont consommer, on est en mesure de savoir la quantité qu'ils ont consommée, mais aussi, par exemple, pour nous, des projets de recherche où est-ce qu'on travaille sur le veau. Donc, il faut savoir que ces veaux-là, ils ont des espèces de petits, on dit des puces RFID. Ces puces-là, en fait, sont détectées par la machine. Donc, on peut même personnaliser en fait la consommation d'aliments pour les animaux de façon individuelle. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu de l'alimentation de précision. Mais en gros, quand ce veau-là se présente ici pour boire, ça, c'est du lacto-remplaceur. Là. Donc, ici, vous voyez, c'est de la poudre de lait. Donc, à chaque fois que le veau se présente à cette machine-là, le lait, il est préparé et il peut consommer. Donc, on a comme information, en fait, la vitesse à laquelle ce veau-là il va boire. Enfin, je vais juste lire ce qu'on écrit ici. Donc, en gros, on peut avoir beaucoup d'informations comme en fait ce que le veau consomme. On peut savoir à quelle vitesse il boit, en fait. Puis on peut savoir le nombre de fois qu'il s'est présenté. Donc, s'il y a des problèmes de santé, on peut les détecter grâce à l'IA. Donc, par exemple, si le veau boit moins vite, donc on comprend qu'il y a peut-être un petit problème de santé. S'il va moins souvent à la louve, on dit une louve, s'il va moins souvent, s'il se présente moins souvent, on peut savoir aussi qu'il y a des problèmes de santé. Donc, c'est des outils qui peuvent être utilisés pour détecter ce genre de problème-là.
Et ces mangeoires-là, je vais donner des exemples ici. Ça, c'est des distributeurs qu'on utilise beaucoup dans l'industrie du porc. J'ai beaucoup de collègues, en fait, qui ont des projets en lien avec l'alimentation de précision. On peut savoir ce que les animaux consomment, mais on peut aussi changer la composition de ce que ces animaux-là consomment dans le temps. Donc, on peut donner des moulets qui sont plus riches, moins riches. OK? Donc, on peut vraiment travailler là-dessus pour on peut utiliser ça pour optimiser l'alimentation, mais on peut aussi utiliser les données de consommation pour détecter les problèmes à la fois dans l'industrie porcine. Puis on a d'autres systèmes là, pour les animaux, peut-être même à l'extérieur. Donc, des données, en fait, d'alimentation sont disponibles abondamment. Puis on a plusieurs techniques là, technologies qui peuvent être utilisées pour aller chercher ces informations-là. Donc, en gros, on fait le tour. Vous voyez, là, on fait le tour des données qui sont disponibles. C'est quand même, la vidéo, je dirais que c'est quand même une technologie qui est assez impressionnante là, maintenant, là, avec tous les développements qu'il y a eu en IA. Donc, on peut faire beaucoup plus que ce qu'on est en mesure de faire. Quand moi, j'ai fait ma maîtrise en informatique, par exemple, ce qu'on fait en ce moment, c'était impossible. Bref, maintenant, on peut faire des choses assez impressionnantes. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, ici, il y a une compagnie qui s'appelle Cattle High, où est-ce qui est en mesure, en fait, de détecter des problèmes de santé juste en fonction de comment la vache, justement, ici, c'est une vache qui va se faire traire, mais quand elle passe ici, on analyse comment elle avance, en fait, puis en fonction de ça, on peut détecter. Vous voyez ici, il y avait le body score. C'est un body score de 3, mais en gros, on peut savoir est-ce que cette vache-là peut avoir un problème de boiterie, donc est-ce qu'elle a un problème avec ses sabots, ou est-ce qu'il faudrait intervenir pour régler ce problème-là? Est-ce qu'elle est en chaleur, donc on pourrait faire l'insémination. Donc, on a une caméra qui est installée au-dessus, puis à partir de la vision numérique, des nouvelles technologies, en fait, de vision numérique, on peut suivre ces animaux-là et avoir de l'information, mais juste en mettant une caméra comme ça au bon endroit, on peut avoir de l'information au sujet de la santé des animaux. Donc, c'est des applications qu'on voit beaucoup. Là. Je ne dirais pas que c'est mainstream, donc il n'y a pas comme une technologie qui se déploie abondamment maintenant, mais on en voit de plus en plus. Donc, j'imagine que dans quelques années, on va voir ça utilisé un peu plus en industrie. Nous, on a des projets de recherche aussi en lien avec ça. Donc, en gros, on a d'autres outils, d'autres caméras qui peuvent être utilisées. Ça, c'est une caméra classique. C'est une caméra de sécurité, souvent même des caméras qu'on peut même night vision, mais en gros, c'est des caméras qu'on peut retrouver très facilement. Il y a des caméras un peu plus sophistiquées, là, un peu plus dispendieuses, donc qui peuvent nous donner de l'information qui peuvent nous donner des images thermiques. Donc, si on positionne ces caméras-là, par exemple, au bon endroit, on peut voir la température, par exemple, de la glande mammaire ici, qu'on pourrait détecter s'il y a des problèmes, si la température elle est plus élevée ou moins élevée. Entraîner des outils d'intelligence artificielle pour analyser ces données-là pour détecter s'il y a un problème avec la santé de cette glande-là ou pas. OK, donc, ce type de caméra-là qui amène ce genre de problème-là. C'est des outils qui sont utilisés, durant le temps de la COVID, là, justement, pour détecter des passagers, par exemple, qui pourraient avoir un cas positif de COVID. Donc, ce genre d'applications qui peuvent être utilisées pour des problèmes de santé de la glande mammaire. Ici, encore d'autres applications, là, vous avez compris, là, comme ça ici, par exemple, Kentus, où est-ce qu'on peut voir, en fait, si ce que les animaux consomment, la quantité qu'ils consomment, puis encore là, on peut utiliser cette information-là pour voir s'il y a une déviation d'une journée à l'autre, pour voir s'il y a des problèmes de santé. Ici, une autre application de la vision numérique, où est-ce qu'on suit comment cette vache-là se déplace, puis en fonction de comment elle se déplace, on peut savoir s'il y a des problèmes de santé encore là au niveau des ongles. Donc, différentes façons de poser ces caméras-là. Ici, on a une compagnie très proche de Québec, en fait, qui est Romain, qui développe des solutions aussi de vision numérique. Ça aussi, c'est pour compter les porcs, mais on a des solutions aussi pour détecter les niveaux d'activité de ces porcs-là aussi pour voir s'il y a des problèmes ou pas de santé. Et en fait, je ne pouvais pas m'empêcher de parler des bâtiments intelligents. Donc, les animaux, évidemment, qu'on peut suivre. Vous avez vu une panoplie de capteurs de vidéos, etc. Là. Mais l'environnement dans lequel ces animaux-là évoluent aussi, ils sont sous haute surveillance. Donc, on a beaucoup d'informations sur ces bâtiments-là. Et je vous donne un exemple de ça, pourquoi c'est important. Là. Par exemple, si on regarde pour la vache laitière ici, donc ça pourrait être sa lactation. Là, on pourrait voir environ comme sur une année. Donc, cette vache-là, par exemple, elle va produire du lait, puis à un moment donné, elle va être en gestation, en fait, pour la prochaine lactation. Donc, quand elle est en gestation, si, par exemple, là, il y a des études qui ont été, ça a été pas abondamment étudié, mais on sait que si, par exemple, ces vaches-là ont un stress thermique
OK, donc un stress thermique, ça veut dire la température ambiante, elle est très élevée. Pendant cette période-là, ben, ça va avoir en fait des impacts sur la vache, sur la prochaine lactation. Donc ici, si on a ce stress thermique-là, à ce moment-là, ça va avoir un impact sur la lactation future. Mais encore plus que ça, puis là, ici, ben, c'est des exemples de température là, ici qui se passent au Québec. Ça vient de ma collègue Edith Charbonneau. Donc, on voit l'humidité. Ça, c'est de l'humidité qu'on obtient, l'information qu'on obtient de la ferme. Puis on a aussi des niveaux de température, mais on voit que souvent, ben, il fait chaud. Hein? Puis c'est à ces moments-là, ici, en fait, il faut faire attention. Là, ici, c'est le mois de juin là, qui est ici, puis après ça, on a le mois d'août. Donc, on a une période ici quand même où est-ce qu'il fait assez chaud. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a cette période de chaleur-là, donc ces chocs thermiques, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça va affecter le développement de la glande mammaire, puis il va y avoir une baisse de production, mais ça va affecter aussi le veau à naître. Donc, ce veau-là, il va être plus petit, il va avoir des problèmes d'immunité, donc des problèmes de santé. Donc, en fait, on fait la boucle, là. C'est l'environnement, si on fait la gestion de cet environnement, peut même avoir un impact sur les générations futures. Donc, ces genres de capteurs-là sont importants parce que ça peut avoir un impact à très, très long terme. Donc, c'est important de détecter puis même d'agir. Souvent, on peut installer des fans, on peut mettre faire un petit peu de brume, là, qu'on dit qu'il va un peu descendre les niveaux de chaleur. Donc, c'est important d'être en mesure de suivre ça. Et il y a mon collègue à l'université, le Sébastien Fournel, qui a en fait une chaire de recherche là, de leadership en enseignement spécifique, pas exactement pour ça, pour plusieurs types de projets, mais entre autres, il y a des projets en lien avec ça où est-ce qu'on peut suivre en temps réel ce qui se passe dans le bâtiment et suggérer même que le bâtiment lui-même pour décider de prendre des décisions. Donc, c'est des projets qui sont en cours, évidemment. Donc, où est-ce qu'on peut utiliser de l'intelligence artificielle dans les bâtiments comme ça. Donc, en gros, là, je vous ai fait un peu, c'est un portrait quand même assez, bon, ça a été rapide, je pense. Je vais montrer plusieurs exemples. Je vais vous montrer quelques projets qui sont en cours. Là, comme je dis, bon, nouveau labo qui démarrait en 2019. Donc, juste à obtenir les octrois et tout ça. Donc, bref, les projets qui sont en cours chez nous. On a des projets, évidemment, en vision numérique. On s'y intéresse beaucoup. Donc, on a des projets ici dans le Vaud. Puis on a des projets aussi dans le port. Donc, je vais vous montrer des exemples. Là. Puis en fait, pour les gens qui sont en vision numérique, là, des gens qui sont en informatique, ici, on utilise c'est un outil qui s'appelle Deep Lab Cut qui nous permet en fait de suivre les animaux. Donc, en fait, l'ordinateur, quand il voit ces images-là, elle est capable d'identifier que ça, premièrement, c'est un porcelet. Puis ensuite, elle est capable de savoir que ça, c'est le devant, puis ça, c'est le derrière. Donc, bon, pour les gens qui n'ont jamais vu ça, pour moi, c'est très impressionnant parce qu'en étant, bon, vous voyez que ce n'est pas parfait, là, c'est en cours, ce que je vous dirais, là, mais avec cette information-là, en fait, on est capable de savoir où sont les ports, mais ensuite de ça, l'ordinateur peut prendre ces coordonnées-là puis identifier en fait les interactions qu'il y a entre les individus. Et on va appliquer donc ces Deep Lab Codes qu'on a entraînés juste pour être en mesure de faire ça pour ces vidéos-là. Puis on peut faire la même chose. Donc ici, on n'est pas aussi avancé dans ce projet-là, mais ce qu'on aimerait en fait, c'est si c'est un veau sur une ferme, quand ce veau-là se présente, ici, c'est en fait là où est-ce que le veau se présente pour aller consommer son lacto-remplaceur. On aimerait ça identifier certains points importants chez ce veau-là pour en fait identifier les problèmes de santé parce que les veaux qui ont des problèmes de santé, souvent, ils vont avoir des écoulements au niveau des yeux, ils vont avoir des écoulements nasales, puis aussi de la façon qu'ils se positionnent, leur tête aussi, on est en mesure de savoir s'ils ont des problèmes de santé ou pas. Donc, on va pouvoir utiliser ces outils-là, disons numériques, pour détecter ces problèmes de santé-là. Donc, en gros, juste rapidement, donc, pour ce qui est du projet dans le port, donc je fais ça en collaboration, on fait ça en collaboration avec Alphagène puis le CDPQ, avec mon collègue Jimmy Dallaire qui est à l'université. En gros, ce qu'on voudrait faire, c'est suivre ces ports-là. Là, on a des vidéos comme ça, on en a sur plusieurs jours, le jour et nuit, donc c'est beaucoup d'informations. Mais en gros, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est déterminer, en fait, étudier les interactions entre ces individus-là, puis le port étant ce qu'il est, là, en fait, il y a une hiérarchie sociale qui est hyper importante et qui s'établit, en fait, dans le parc. Puis là, je vais juste ouvrir une petite parenthèse, c'est que là, maintenant, avec les nouvelles normes de bien-être, les animaux, ils vont être ensemble dans des parcs. Puis là, bien évidemment, cette hiérarchie-là va devoir s'établir dans le temps. Et nous, on veut voir, en fait, comment ça se développe. On veut étudier ça d'un point de vue de recherche, mais aussi pour offrir des recommandations. Parce que souvent, par exemple, ici, ça serait le king, okay? On pourrait dire le king du parc. Donc, le king du parc, lui, il est quand même un peu plus costaud, un peu plus agressif. Donc, souvent, puis ensuite de ça, il est agressif envers d'autres porcs, puis ces porcs-là sont agressifs envers d'autres porcs, peut-être. Mais en fait, souvent, c'est que cette hiérarchie-là est importante. Puis la solution, ce n'est pas nécessairement d'enlever le king, parce que souvent, c'est lui qui préserve, en fait, un certain ordre. Lui, il crée des problèmes, mais en fait, il aide à cette structure-là. Mais bon, ça, c'est des questions plus presque de recherche, mais en gros, c'est important d'étudier l'évolution de ces interactions sociales-là dans le temps.
Donc, on a ces projets-là en cours. On a un projet ici en détection précoce des problèmes de santé chez le veau. J'ai déjà glissé quelques mots. Donc, on a les étudiants qui viennent d'être recrutés. Là, donc, Eden qui est sur ce projet-là et Sophie. Puis, on fait ça en collaboration avec Sébastien Bezinski, ici Déborah Chanty, puis ma collègue Edith Charbonneau, donc Université de Montréal, Lac-Tanette, Université Laval. Donc, on s'intéresse à la santé du veau ici, avec plusieurs technologies. Donc, j'ai déjà dit l'alimentation ici de précision, des accéléromètres, des outils de vision numérique qu'on peut suivre ici, même avec la vision numérique, les veaux qui sont dans le parc. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est détecter de façon précoce, en fait, les problèmes de santé. Donc, c'est la notion de précocité ici qui est assez importante. C'est qu'en fait, je donne un exemple, puis je m'excuse, ça va rapidement, mais en gros, si on peut, par exemple, on a une information ici qui nous dit le nombre de visites qui ont été faites par le veau. Puis ça, ici, c'est une étude là, qui vient du UK. Je m'excuse, je n'ai pas mis la référence, mais en gros, l'humain a détecté le problème de santé à ce moment-là. Puis la question que nous, on pose, c'est combien de jours à l'avance on peut détecter cet événement-là qui est détecté par l'humain en utilisant les données, par exemple, de Louvre, de distributeurs automatiques ou les données, par exemple, d'accéléromètre. Là, ici, on peut voir que l'humain est en mesure de détecter à ce jour-là, puis la machine sera en mesure de le détecter 3 jours avant. OK? Ce qui est le cas pour le lacto, mais ce qui n'est pas le lacto-remplaceur, mais ce qui n'est pas le cas pour les données d'activité. Donc, nous, ce qu'on veut voir, c'est tester individuellement ces technologies-là pour voir si on est en mesure de détecter de façon précoce, plus précoce, les problèmes de santé. Puis souvent, ce qu'on peut faire, c'est sortir peut-être cet animal-là du parc, justement, pour éviter qu'il contamine tous les autres animaux. C'est vraiment la notion de précocité qui est importante ici. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est ça a été testé souvent dans les environnements de recherche. Donc, nous, on est sur des fermes commerciales. On veut comme déployer ces technologies-là et être en mesure de voir, est-ce que les technologies individuelles sont en mesure de détecter de façon précoce ou on peut combiner même l'information de ces données-là. Donc, c'est des projets qui sont en cours. Après ça, projet un peu plus abouti, là, ça fait un petit peu plus de temps qu'on travaille sur ce projet-là. Donc, un problème de santé chez la vache laitière, évidemment, c'est l'acidose ruminale. Évidemment, c'est un problème de santé, l'acidose ruminale subclinique. Là, je vais vous dire un petit peu ce que c'est. C'est un projet qui est en collaboration avec un paquet de monde. Là, donc, c'est un projet subventionné par Cribic, Novalis, CRSNG. Donc, collaboration avec l'Université Laval, Lac-Tanette, Agrinova, puis Gros d'Innovation. Beaucoup de partenaires, beaucoup de gens qui sont impliqués dans ce projet-là, ce qui a été fait sur plusieurs fermes. Donc, en gros, la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut détecter ce problème de santé-là qui est l'acidose ruminale subclinique. Donc, il faut savoir que c'est un problème justement qui se situe dans le rumen, c'est de là qui vient le ruminal. Et le pH, en fait, du rumen, il faut qu'il reste au-dessus de 5,8. Sans ça, il y a des problèmes au niveau du rumen. Donc, nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a moyen de prédire, en fait, ce qui se passe dans le rumen, mais à partir d'un échantillon. Dès là que je donne un exemple, donc, l'acidose ruminale subclinique, c'est un problème quand même important. Là, ça a des conséquences de santé qui sont même appréciables. Là. Ici, on voit qu'il y a des baisses de fertilité, il y a des problèmes de mammites aussi, il y a des baisses d'appétit, baisses de rumination. Donc, c'est important de savoir ce qui se passe dans le rumen puis de connaître ce qui se passe au niveau du pH parce que ça a des problèmes de santé, je vous l'ai dit, mais aussi ça a des impacts, évidemment, qui sont économiques, qui sont assez importants. Mais c'est des troubles qui sont difficiles à détecter parce que justement, on n'a pas d'hublot sur le rumen. Donc, il n'y a pas moyen d'accéder à cet organe-là de façon facilement. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est évidemment trouver une façon d'avoir cette information-là à partir du lait. Donc, en gros, ce qu'on utilise dans ce projet-là, là, c'est un projet qui est mené par Félix Huot, qui est un étudiant à la maîtrise chez nous. Donc, Félix, on utilise des capteurs ici, des capteurs qu'on insère dans le rumen pour lesquels on a de l'information en temps réel. Donc, c'est un projet qui a été déployé sur 12 fermes, 109 vaches. Puis on a de l'information, comme je dis, encore des informations temporelles, il y en a beaucoup. Hein? Donc, 50 jours de données. À chaque 10 minutes, on sait ce qui se passe dans le rumen. Puis en gros, on obtient ce genre d'informations-là. Donc, le rumen, il faut savoir que ça a beaucoup d'activité. Donc, on est capable de savoir ce qui se passe dans le rumen. Au niveau de l'activité, on connaît la température aussi. Puis là, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est le pH. Donc, on veut savoir ce qui se passe avec le pH dans ces vaches-là. Donc, en gros, rapidement, là, on voit que ça, c'est les 109 vaches de l'étude. On voit que leur pH médian est quand même assez variable. Okay? Donc, ce n'est pas toutes des vaches qui sont à 6,5. Donc, on veut qu'un bon continuum de pH. Donc, les 109 vaches d'études pour lesquelles on a des informations sur ce qui se passe dans leur rumen.
Ensuite de ça, on voit que les fermes aussi sont variables. Donc, il y a certaines fermes qui ont une régie qui amène peut-être un pH qui est plus bas, donc qui nous amène peut-être plus de cas d'acidose. On a étudié ça, là, je ne montrerai pas les résultats ici, mais on a trouvé des paramètres de régie qui pouvaient expliquer ce qui se passe à ce niveau-là. Mais en fait, nous, pour l'acidose, c'est le portrait suivant. Donc, on a environ 36,4 % des animaux qui ont au moins un épisode d'acidose. Puis, en fait, nous, on peut utiliser ces informations-là dans nos modèles prédictifs pour prédire, en fait, l'acidose. Donc, on identifie ces animaux-là, puis on identifie à quel moment ils ont eu des épisodes d'acidose. Puis ensuite de ça, la question, c'est si on prend un échantillon de lait et on analyse, est-ce qu'on peut trouver du signal? Est-ce qu'on est capable de développer un modèle d'intelligence artificielle pour nous aider? Donc, en gros, c'est ce qu'on a fait. On a pris des vaches, on les a suivis le pH en temps réel sur 50 jours. En parallèle, on a obtenu des échantillons de lait. Les échantillons de lait étaient aux 2 semaines. Donc, là, il faut s'aligner un petit peu. Il faut avoir le pH de la journée. Mais en gros, on obtient l'échantillon de lait de la journée. Puis si lors de cette journée-là, on a un événement d'acidose ou pas, on peut entraîner un modèle d'intelligence artificielle. Donc, on prend le lait de ces vaches-là, on l'analyse de façon fine avec les outils de chez Lactanet. Ensuite de ça, on peut développer des outils pour prédire ou pas l'acidose de façon non invasive. Donc, on a un peu indirectement accès à ce qui se passe dans le rumen. Puis en gros, écoutez, on a des performances. Là, on n'est pas autour de 90 %, mais quand même, notre modèle performe un petit peu. Donc, par exemple, ici, quand il y a de l'acidose, ici, c'est par exemple le cas on va aller ici, c'est cohérent avec ce que je dis. Donc, quand le bolus dit qu'il y a de l'acidose, le modèle qu'on a utilisé basé sur le lait, dans 66,7 % des cas, il détecte aussi des problèmes d'acidose. Puis quand il n'y a pas d'acidose, on voit que 75 % du temps, on est en mesure de détecter ces événements-là. Tout ça, ça vient de l'ensemble test. Pour les gens qui s'intéressent à l'IA, pour ce projet-là, on n'a pas sorti les grosses approches nouvelles. Là, on a utilisé de l'IA classique, donc on utilise des méthodes de type lasso pour déterminer ces modèles-là. Donc, on est vraiment pour la suite, là, on va vouloir tester un peu ce modèle-là sur plusieurs autres fermes. Puis évidemment, avec ça, on est chanceux, les partenaires, et on va pouvoir tester ça sur plusieurs échantillons parce qu'on a accès à ces échantillons-là via notre collaborateur Lactanet. Donc, c'est en cours. Et là, je ne peux pas m'empêcher, Danny qui présentait au début, là, on a été impliqué dans quand même un effort assez soutenu là, pour faire un survol de l'IA, l'application de l'IA dans le bioalimentaire au Québec. Donc, il y a une série, en fait, de webinaires, aussi d'ateliers, de concertations, où est-ce qu'on a discuté avec beaucoup, beaucoup d'intervenants dans l'industrie. Puis là, je me permets encore de les remercier. Je ne les remercierai jamais assez. Il y a beaucoup de gens qui sont intervenus dans le cadre de cette série-là. Les données sont accessibles ici, juste le lien YouTube. Là, vous avez accès à tous ces webinaires-là, ces ateliers qui ont été présentés, et presque autour de 15 heures de matériel, là, donc pour les gens qui s'intéressent. Donc, c'est l'IA dans le bioalimentaire. Aujourd'hui, je vous ai parlé de la production animale, mais on a fait un survol de ce qui se passe, par exemple, qu'est-ce qui est le portrait de l'IA en pêche et aquaculture, en production végétale, ce qui se passe en transformation, ce qui se passe en production animale, évidemment. Puis on voit vraiment que le portrait, il y a des points qui se rejoignent, mais il y a des trucs qui sont spécifiques aux différents secteurs. Donc, vraiment, une belle initiative. On est en préparation d'un livre blanc là, qu'on va déposer sous peu. Donc, vraiment une belle initiative. On est vraiment content d'avoir été associé un peu à ça. Donc, encore là, beaucoup d'intervenants. Donc, vraiment content de ce projet. Donc, si ça vous intéresse, je donne les liens. Et en fait, là, on va faire rapidement un survol. J'ai presque terminé. Donc, en gros, je vous ai montré production animale, secteur important, production qui risque d'augmenter. En parallèle, on veut plus de bien-être, on veut plus de santé. Au cœur de ça, il y a les producteurs, un peu moins de main-d'œuvre, beaucoup moins de main-d'œuvre en fait. Comment on peut aider la production avec l'intelligence artificielle? Je vous ai montré l'utilisation de plusieurs types de données, plusieurs types de capteurs dans plusieurs productions. On peut utiliser l'ADN, je vous ai montré comment on peut le faire. On peut sélectionner des animaux au point de vue génétique pour aider, en fait, au niveau, par exemple, de la résilience. On peut utiliser des capteurs qui nous informent de l'état de santé de ces animaux-là. On a des données de production qui peuvent nous informer aussi des problèmes de santé. On a la caméra, la vision numérique maintenant qui nous aide aussi, un outil que j'aimerais voir en tout cas que nous on développe, puis je pense qu'il y a beaucoup de potentiel à ce niveau-là. On a les bâtiments intelligents, donc il faut suivre ce qui se passe dans nos fermes. Puis ensuite de ça, nos projets de recherche, notre contribution à nous, là, en lien avec les interactions sociales, aussi détection des problèmes de santé chez le veau, puis aussi projets sur l'acidose.
Écoutez, ça termine ma présentation. Donc, je peux juste vous dire, les gens qui s'intéressent à la santé, santé animale, c'est vraiment en production animale, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de données, beaucoup de potentiel. Donc, beaucoup pour les gens qui s'intéressent aux défis, il y en a énormément. Donc, ici, on peut voir peut-être la production du futur pour calmer nos animaux. Peut-être qu'on va utiliser ce genre d'affaires-là. Mais si on voit un truc un peu futuriste où est-ce que le producteur se promène, puis voit des problèmes de santé en temps réel. Donc, c'est un peu le futur, mais bref, c'est peut-être le futur, qui sait. Si tu as des questions, mon courriel est bon, le site web du labo. Donc, je serais vraiment content de répondre à des questions s'il y en a.